France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 21, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 8, volet 3. La maîtrise du fluide magnétique, méthode déductive. Cet exercice qui concerne la maîtrise du fluide magnétique selon la méthode déductive, s'effectue de la même manière que le précédent avec le fluide électrique, selon la méthode déductive toutefois avec cette différence qu'au lieu du feu, c'est l'élément eau qui entre en considération. Pressez l'élément eau aussi dynamiquement que possible dans votre corps imaginé creux. Vous pouvez effectuer cette pression soit par la respiration pulmonaire ou la respiration cutanée ou simplement par l'imagination. Bien que vous ressentiez de toute façon l'humidité et la froideur pendant la pression, ayez cependant principalement en vue la couche extérieure et la peau de votre corps. Vous ressentirez, ce faisant, une froideur contractante et une attraction comme celle d'un véritable aimant, surtout sur le bord extérieur et la peau du corps. Au début et quand la dynamisation est très forte, la sensation de ce fluide a, avant que l'on s'y soit habitué, un effet paralysant. Si vous avez atteint le maximum de pression, redissolvez peu à peu au moyen de l'imagination l'élément eau avec le fluide magnétique dans l'univers, et ainsi l'exercice est terminé. La maîtrise des 4 méthodes doit être suffisamment bonne pour que l'on puisse utiliser aisément au moyen de l'imagination chaque méthode en peu de temps et que l'on soit en mesure de produire ainsi les fluides électriques ou magnétiques, ce qui s'acquiert par des exercices fréquents et infatigables. Que l'on soit très attentif en les effectuant, car la maîtrise des 2 fluides est très importante, étant donné que tout peut être obtenu par ces 2 forces universelles partout où le mage veut exercer son influence. Au début, les exercices sont à faire avec les yeux fermés, ensuite avec les yeux ouverts, sans considération du lieu et de la situation où l'on se trouve. Il est encore important de savoir qu'en pratiquant les 4 méthodes, le mage est enclin à raidir tous les muscles ou à retenir son souffle, ce qui cependant ne doit pas se produire. Ces méthodes sont à exercer avec calme et patience sans que cela se remarque. Comme le mage le voit donc, la méthode inductive sert à introduire une force de l'univers dans le corps, l'âme et l'esprit, tandis que la méthode déductive consiste à envoyer une force, un fluide de l'intérieur de soi vers l'extérieur. Lorsque le mage a acquis une excellente pratique des 4 méthodes, il élargit l'exercice, lors de l'emploi de la méthode inductive, en dissolvant, au moment où il a augmenté en lui le fluide électrique au maximum, dans le néant à l'aide de l'imagination l'élément igné extérieur, en gardant par contre dans son corps le fluide électrique avec sa force d'expansion et l'élément feu concerné. Si le mage a maintenu longtemps ce fluide, justement tant qu'il pouvait tenir, il le redissout ensuite peu à peu dans l'univers. Le mage procède de la même façon avec le fluide magnétique. Les 2 méthodes indiquées seront exercées jusqu'à ce qu'on les maîtrise excellemment, il ne faut pas continuer plus tôt. Les méthodes désignées ici pour maîtriser les fluides électriques et magnétiques sont en quelque sorte des exercices préliminaires et si le mage sait s'en servir en maître, il peut passer à la dernière. C'est-à-dire à la principale méthode qui concerne le fluide électromagnétique et que je décris immédiatement ci-après. Tenez compte de l'analogie suivante, la tête et la poitrine correspondent au fluide électrique, le ventre, les cuisses et les pieds au fluide magnétique. À présent, la tâche du mage consiste à charger de la façon décrite précédemment les pieds, les cuisses et le ventre, jusqu'au creux de l'estomac, de fluide magnétique, la tête, le cou et la poitrine de fluide électrique. Il doit réussir à charger les 2 parties du corps des 2 fluides l'un après l'autre si dynamiquement comme s'il allait éclater à force d'être gonflé. Après quelques exercices, il réussira à maintenir les 2 fluides. Y est-il parvenu, il presse au moyen de l'imagination le fluide électrique dans la partie droite de la poitrine et forme ainsi un espace vide dans la région du cœur. Mais il fait mieux en laissant libre la partie gauche de la poitrine, donc en ne la chargeant pas, quand il charge la partie supérieure du corps. Arrivé à ce point, il tire au moyen de l'imagination le fluide magnétique accumulé de la partie inférieure du corps par la partie gauche de la poitrine et presse ce fluide dans toute la main gauche jusqu'à l'extrémité des doigts. La main devient donc magnétique. Elle possède un rayonnement contractant et réfrigérant.
On procède exactement de même avec la main droite en y pressant à l'aide de l'imagination le fluide électrique de la partie supérieure, c'est-à-dire de la tête et de la partie droite de la poitrine. La main droite devient de cette façon électrique. On sent la force expansive, chaude, électrique dans toute la main, mais le plus aux extrémités des doigts. Si vous n'avez pas à faire un usage personnel de ces deux fluides, redissolvez-les, par l'imagination, des mains dans l'univers. Maîtrisons parfaitement cet exercice, on est alors devenu maître du fluide électromagnétique, maître de deux forces universelles avec lesquelles tout peut être acquis. Je décris quelques possibilités d'emploi des deux fluides dans une prochaine dissertation. Hommage aux mains électriques et magnétiques, car ces mains peuvent être une vraie bénédiction pour l'humanité. Formation magique du corps, 8. Le mage maîtrise-t-il toutes les pratiques précédentes de la formation magique du corps, il n'a plus besoin à ce sujet d'aucun enseignement spécial. C'est pourquoi je donne dans les prochains chapitres de la formation magique du corps quelques instructions et suggestions pour un éventuel emploi. Si après vient une méthode d'influence par les éléments que le mage peut utiliser pour sa propre influence et pour celle d'autres personnes. L'influence magique par les éléments. Pour celle-ci, 4 méthodes correspondant aux 4 éléments entrent en ligne de compte, qu'il s'agisse d'une influence de soi-même ou de celle d'autres hommes. Elles sont 1. Le feu, par combustion. 2. L'air, par évaporation. 3. L'eau par mixtion et 4. La terre, par putréfaction. Il y aurait à indiquer des variations et des possibilités d'influence par les éléments de 100 espèces différentes, sur lesquelles un livre entier pourrait être écrit. Je me bornerai à un seul exemple pour chaque élément. À l'aide de cet exemple, le mage peut lui-même enrichir son côté pratique et assortir seul des pratiques semblables. Ces 4 méthodes agissent sur la matrice astrale la plus subtile du monde matériel et déterminent les éléments, à ce plan, à exercer leur influence partout où le mage les fait indirectement agir. S'agit-il de l'influence d'un homme, les éléments matériels agissent alors avec leurs analogies sur le lien du corps astral et du corps matériel. Un mage qui maîtrise parfaitement les éléments sur chaque plan n'a pas besoin de ces méthodes, il atteint son but tout aussi vite et sûrement par l'influence directe. Mais le plus grand mage se sert aussi parfois des forces inférieures, parce que les forces les plus inférieures aussi bien que les plus hautes le servent et lui obéissent. Par contre, des mages d'une moindre maturité emploient volontiers ces pratiques inférieures pour pouvoir réaliser leurs vœux, car ces forces obéissent aveuglément à la volonté du mage qui sait les maîtriser. Alors on posera peut-être la question, à quoi servent ces forces inférieures ainsi que les méthodes ? Je réponds à cette question par 2 exemples. Admettons qu'un élève qui n'est pas encore beaucoup versé dans la magie demande de l'aide à un frère supérieur, parce qu'il n'est pas en état avec la meilleure volonté de dominer seul une passion, une hérédité, etc. ou parce qu'il perdrait au moins beaucoup de temps avant qu'il en soit devenu maître et qu'il l'ait atténué. Le frère supérieur a la possibilité d'agir sur l'élément qui correspond à la passion par la méthode convenable et soit d'affaiblir chez l'élève la forme négative de l'élément qui l'influence, afin que l'élève puisse vaincre plus facilement sa passion, ou il peut même supprimer totalement l'influence de l'élément. Le second exemple, supposez qu'un mage ait à traiter par les éléments une maladie chronique de longue durée. Quelques traitements directs ne suffiraient pas à vaincre la maladie, et une répétition fréquente exigerait trop de temps. Dans de tels cas, le mage peut se servir de ses forces comme de facteurs coopérants. Il y a beaucoup de cas semblables où le mage peut céder des éléments de cette catégorie. Le principal est que ses sentiments et les motifs soient nobles, car il soutient le point de vue qu'au pur tout est pur. Pour les travaux avec les 4 éléments, le mage a 3 secteurs d'activité. 1. L'action immédiate. 2. L'action limitée dont le temps est fixé. 3. L'action durable qui, il est vrai, diminue avec le temps et finalement disparaît tout à fait si l'opération n'est pas renouvelée. Ci-dessous la description du travail pratique. L'influence par l'élément feu. Combustion.
Arrangez une pièce de flanelle ou du papier buvard. En cas de nécessité, un papier ordinaire peut aussi faire l'affaire, d'une dimension de 10 x 10 cm environ. Imbibez-le d'un condensateur fluidique quelconque et laissez-le peu à peu sécher. Posez ensuite devant vous le papier préparé et concentrez au moyen de l'imagination par les éléments grossiers le désir que vous voudriez voir réalisé. Ce faisant, n'oubliez pas d'assigner le temps à l'action, c'est-à-dire de déterminer si c'est une action immédiate, limitée dans le temps ou durable qui doit se produire. Si votre papier est tout à fait chargé de votre désir, brûlez-le dans un brasier ou avec une bougie allumée. En le brûlant, concentrez-vous encore une fois de sorte que la force opère par la combustion du papier ou de la flanelle et détermine les éléments grossiers à effectuer l'action désirée. Les cendres qui restent n'ont aucune valeur magique et doivent être traitées comme des cendres quelconques. En faisant cette expérience, vous pouvez aussi formuler l'action de façon que celle-ci cesse aussitôt chez la personne pour laquelle l'opération est effectuée, dès qu'elle mange, boit quelque chose de chaud, pénètre dans une chambre chaude ou entre en contact de n'importe quelle manière avec de la chaleur. Par cette opération, on a aussi la possibilité de projeter l'élément feu dans le papier, de le charger d'un désir et de le faire passer dans l'élément tigné universel ou dans la kasha, dans le but de déclencher l'action. On peut encore procéder différemment, mais cet exemple devrait suffire pour donner au mage une indication en ce sens. L'influence par l'élément air. Évaporation. Dans une petite écuelle ou dans une cuvette en n'importe quel métal, ne versez qu'un peu d'eau ordinaire de façon qu'elle ne recouvre le fond que de quelques millimètres. Versez ensuite dans cette eau quelques gouttes d'un condensateur fluidique entrant en considération pour l'eau. Si un tel n'est pas sous la main, on peut prendre aussi un condensateur fluidique universel. À présent, procédez exactement comme nous l'avons dit pour l'élément précédent en concentrant votre désir dans le liquide. Posez ensuite la petite écuelle sur une plaque chauffée de fourneau ou sur une flamme de gaz ou d'essence. Une bouilloire électrique ne doit pas être utilisée, et laissez s'évaporer le liquide chargé du désir. Durant l'évaporation, on se concentre de sorte que le désir soit absorbé dans la vapeur par l'élément air et que l'élément aérien le plus subtil soit déterminé à réaliser le désir. Vous vous concentrez jusqu'à ce que la dernière goutte du liquide soit évaporée, après quoi l'exercice est terminé. Pendant l'imprégnation du désir, vous pouvez y joindre l'ordre que la personne a influencé absorbe à chaque inspiration l'élément air, par quoi le désir commence à se réaliser. Cela n'est qu'un exemple, et tout mage peut assortir lui-même des variantes semblables de l'influence par l'élément air. L'influence par l'élément eau. Mixtion. Prenez un nouveau gobelet, une assiette en verre ou un petit vase et rendez-vous près d'une eau courante, à une source, un ruisseau ou une rivière. Prenez garde à n'être pas observé pendant cette expérience. Vous remplissez d'eau le récipient et vous y versez quelques gouttes de ce condensateur fluidique qui convient pour l'élément eau. En cas de nécessité, vous prenez un condensateur fluidique universel. Ensuite vous procédez exactement comme pour l'élément précédent en effectuant l'imprégnation du désir. Si l'eau préparée est convenablement chargée de votre désir, vous videz l'eau imprégnée presque extatiquement dans la direction du courant et vous donnez l'ordre que les parties les plus subtiles de l'élément eau l'exécutent promptement. La personne a influencé entre T et elle en contact de n'importe quelle manière avec l'élément eau, par exemple, en se lavant, en buvant, par la pluie, etc. L'élément eau devient aussitôt actif et produit l'effet désiré. Cet exemple devrait suffire, et le mage inventera lui-même, en se basant sur cet exemple, diverses méthodes personnelles qui seront tout aussi efficaces. L'influence par l'élémentaire. Putréfaction. En travaillant avec cet élément, on peut procéder de deux façons différentes. Exactement comme nous l'avons indiqué pour l'expérience précédente, en employant de l'eau de rivière ou de pluie, de l'eau du robinet n'est pas à prendre, dans laquelle on verse un peu de condensateur fluidique qui correspond à l'élémentaire. On peut aussi utiliser un condensateur fluidique universel. Avec le condensateur fluidique, il est possible aussi de travailler directement, sans d'abord le diluer dans de l'eau, en versant le liquide imprégné non dans l'eau, mais avec la concentration solide dans la terre, afin que celle-ci absorbe le liquide et que l'élémentaire produise l'effet désiré.
Pour cette expérience, on choisit non pas la rue où des hommes circulent, mais une petite place dans un jardin, une prairie ou un champ. N'a-t-on, dans une grande ville, aucune possibilité pour cela, un pot de fleurs avec un peu de terre fera aussi l'affaire. 2. Que l'on prenne une pomme, une poire ou, ce qui est préférable, une pomme de terre et que l'on y creuse avec un couteau éplucheur ou un couteau, un trou dans lequel on verse un condensateur fluidique convenant le mieux à la terre. En cas de nécessité, on peut aussi employer le condensateur universel. On procède maintenant de la même façon qu'avant, en chargeant la pomme de terre par l'imprégnation du désir. Puis on l'enterre. Lors de chaque manipulation, on se concentre de sorte que l'élémentaire produise l'effet désiré. À ce chapitre appartient aussi la magie sympathique et la magie des mu'umiz, que l'on appelle transplantation, pour laquelle on ne se sert toutefois pas de condensateur fluidique, mais de mu'umiz, ce sont des éléments du corps tels que les cheveux, les ongles, le sang, la sueur, l'urine, etc. Nous ne voulons pas décrire ici plus en détail cette sorte de basse magie, étant donné que chaque mage peut lui-même assortir de telles pratiques s'il veut les utiliser. Ces deux exemples suffisent pour rendre compréhensible l'influence avec l'élémentaire. Le mage peut inventer lui-même d'autres méthodes suivant ses indications, et à cet effet, son intuition lui inspirera toujours ce qui est juste. Comme il découle des exemples, le mage, autrement dit sa volonté exercée, est le facteur déterminant qui oblige, au moyen de l'imagination, les éléments universels à accomplir l'action désirée. Il peut répéter l'opération à volonté jusqu'à ce que le résultat souhaité soit obtenu. Le mage peut aussi entreprendre ses expériences pour lui-même, donc pour sa propre influence. Il y a encore une autre espèce d'influence de soi-même où les esprits des éléments, qui s'appellent salamandres, fées, ondines et gnomes, exécutent à l'aide des éléments l'action désirée. Je publie dans mon deuxième ouvrage intitulé « La pratique de l'évocation magique comment on peut appeler ces esprits pour qu'ils se montrent et rendent des services aux mages ».